Colanta, le face-à-face. Alors, dans le face-à-face aujourd'hui, nous faisons le point sur la guerre en Ukraine avec Xavier Moreau, historien et analyste politico-stratégique, et le colonel Père de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste géopolitique et ancien colonel des troupes de marine. Et je rappelle que Xavier Moreau est fondateur et président de l'Institut Stratpol, stratégie, Pôle comme politique. Vous n'êtes pas foulé, mais c'est bien, vous avez raison, il faut être clair. Hein. Et puis, je rappelle que le colonel Père de Jong a publié aux éditions Mareuil Agir entre les lignes. C'est bien, c'est mieux que nager entre deux eaux, effectivement. En tout cas, c'est d'actualité. C'est d'actualité. Vous publiez bientôt, en octobre, un livre qui s'intitulera comment ? Poutine, Lord of War. C'est le même éditeur. Lord of War, voilà, le seigneur de la guerre, seigneur SEI et pas SAI. Enfin, on verra. On verra la suite, on verra la fin de l'histoire. Alors, effectivement, messieurs, d'abord, merci d'être là et merci d'être avec nous pour un débat justement sur cette guerre qui a commencé un certain mars 2022. Nous sommes en septembre 2024 et effectivement pour Xavier Moreau, pourquoi la Russie a gagné, en tout cas c'est sujet à interrogation pour le moins et contestation, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et juste, je voudrais vous demander, et ça m'intéresse, et je voudrais commencer par vous, colonel Père de Jong. Nous avons reçu juste avant vous, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Marc Gauthier, qui est juriste, qui est du collectif des 300. Et Marc Gauthier vous dit, on parlait de la procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par la France Insoumise. Puis il dit oui, mais ça n'aboutira pas parce que. Mais il dit, mais il y a d'autres, enfin selon lui, hein, il y a d'autres motifs et qui sont nettement plus lourds d'après lui, et notamment, et je voudrais vous demander à tous les deux d'ailleurs, il disait que selon le service des armées, l'Institut des armées, vous savez, qui dépend un peu du ministère des armées, il disait que aujourd'hui l'OTAN et la France est co-belligérante par rapport à la Russie, c'est-à-dire que d'après lui, la France serait, je dis bien au conditionnel, en guerre avec la Russie d'une certaine manière. Non pas pour entraîner ou former en France des soldats ou des cadres, mais de participer à la stratégie en Ukraine de formation d'un certain nombre de gens. Colonel Père de Jong, est-ce que c'est le cas ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, parce qu'on voit très très bien, on dit la France n'est pas en guerre avec la Russie, pas du tout, et en même temps, il y a l'OTAN, il y a tout ce qui se joue à l'intérieur de l'OTAN. Qu'en est-il exactement ? C'est un sujet extrêmement difficile à évaluer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un déni. Il y a le déni des Européens, le déni de la France, qui dit, nous, on se bat pas contre la Russie. Encore que la France a fait un pas de plus, puisque rappelez-vous le débat l'année dernière, le début de cette année, sur les histoires de troupes au sol. C'est vrai que les troupes au sol, c'était vraiment un des critères, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Américains, les Italiens, les Allemands ont toujours refusé strictement, l'idée du président Macron, qui était d'envoyer des troupes au sol. Oui, il l'a dit. Il a évoqué. Exactement. Puis en plus, c'était très fort. Je veux dire que l'ensemble des déclarations officielles des Allemands, que des Américains principalement, étaient extrêmement nettes. On n'enverra pas de troupes au sol. Parce qu'on peut considérer qu'envoyer des troupes au sol sur le territoire ukrainien pouvait être considéré comme un engagement, comme une co-belligérance. Pour le reste, on voit bien que les Américains jouent un jeu extrêmement subtil. On voit bien qu'ils donnent pas tous les F-16, ils donnent pas l'ensemble de l'armement, les Allemands non plus, le Taurus n'a pas été donné aux Ukrainiens. Donc on voit bien que la belligérance fait qu'on va avec les Ukrainiens à 100%. En fait, on n'est pas à 100% avec les Ukrainiens. On a déclaré qu'on était à 100% avec eux, mais en fait, on va les aider. Pourquoi on va les aider ? Parce que l'Europe, et la France particulièrement, on est, nous, la profondeur stratégique que les Ukrainiens n'ont pas. Alors que les Russes ont une vraie profondeur stratégique, qui est bien sûr démographique, géographique et industrielle. Bien sûr. C'est le cœur du sujet. Donc on voit bien qu'on est dans une situation un peu bizarre, et qui est gérée par qui ? Par les Américains. C'est les Américains qui ont décidé qu'on ferait comme ci, comme ça. C'est l'OTAN. On voit bien que l'OTAN... L'OTAN, c'est les Américains. C'est la direction, bien sûr. On voit bien que l'OTAN n'est pas engagée à 100%. On voit bien qu'il y a une espèce de... on est sur une ligne un petit peu grise, on n'est pas à 100% avec... Et je pense que c'était l'erreur des Ukrainiens, c'est d'avoir pensé
depuis le début de l'histoire, d'ailleurs, depuis le discours de 2007 de Poutine à Munich, où il reprochait l'unipolarité mise en place par les Américains. Et c'est vrai que le reproche qui était fait aux Américains, c'était de vouloir entraîner impérativement l'Ukraine et la Géorgie au sein de l'OTAN. Et c'est ça qui donne des boutons à et Poutine. puis il y a eu Maïdan, et puis il y a eu Minsk, etc. On voit bien que les Américains étaient extrêmement offensifs, mais ils n'ont jamais pensé une seule seconde qu'ils pourraient être belligérants avec la Russie. Ils le font pas. Pourquoi? À cause du nucléaire. Parce que le nucléaire, en fait, équilibre les forces, équilibre les moyens. Donc ce dialogue entre les deux grands fait qu'on ça s'équilibre. Et à l'heure où on parle, à l'instant, on voit bien qu'on est dans cette situation-là. En fait, les Américains émettent des discours vis-à-vis des Russes, et les Russes émettent des discours vis-à-vis des Américains, en disant il se passe des choses sur le terrain, mais nous, si vous allez trop loin, si les lignes rouges sont franchies, etc. Alors justement, Xavier Moreau, je voudrais rappeler quand même quelque chose là qui est au cœur des discussions pour avancer. C'est les missiles britanniques Storm Shadow. Vous savez, jusqu'à présent, ils avaient imposé des restrictions à Kiev en disant attention, la fourniture et l'utilisation de missiles longue portée dans le conflit avec la Russie et donc visant le territoire russe ne ferait qu'escalader la violence. Selon des informations récupérées par Bloomberg, alors encore une fois au conditionnel, les Britanniques seraient prêts à débrider les missiles Storm Shadow confiés à Kiev et à leur permettre leur utilisation sur des cibles distantes en territoire russe. Ces missiles capables de frapper jusqu'à 250 km de distance, utilisant un système de GPS opéré par le Pentagone, etc. Alors, crainte d'escalade ou pas, et puis la Russie répond, eh bien, écoutez, si les États-Unis et le Royaume-Uni s'impliquent davantage, Keir Starmer, eh bien, nous répliquerons. Je pense que pour moi c'est un faux débat parce que de toute manière les Kieviens utilisent déjà la technologie américaine pour pouvoir frapper sur le territoire russe. Simplement ils le font pas avec des missiles, ils le font avec des espèces d'ULM, les Foxbat, donc qui sont donc ULM à hélice qui peuvent voler sur plus de 1000 km et qui sont chargés d'explosifs et qui par exemple avec ça ils ont réussi à toucher un dépôt de munitions à Tver. C'est à la même hauteur que Moscou en gros. Donc ils peuvent frapper au-delà même de la portée du Storm Shadow ou de l'attaque MS donc c'est pas quelque chose de nouveau et moi je suis assez serein parce que de toute manière les Russes en fait on est comme pendant la guerre froide, c'est-à-dire qu'il faut pas considérer que la Russie fait la guerre à Kiev. La Russie fait la guerre à Washington et Washington fait la guerre à la Russie. Et Kiev est un proxy. Mais dans le monde, il y a d'autres proxys. Il y a les Houthis, par exemple, qui désormais, et c'est pas moi qui le dis, c'était dans The Telegraph et dans Bloomberg que vous venez de citer, c'est-à-dire que les Houthis ont chassé de la mer Rouge la flotte américaine, le groupe aéronaval américain. Il n'y a plus aujourd'hui que des bateaux français, il y a le Chevalier Paul notamment, et des drapeaux britanniques. Donc si jamais, par exemple, les Russes estiment que les Washington ou Londres livrent des missiles trop avancés, ils vont livrer tout d'un coup on va voir que les Houthis ont des missiles de croisière supersoniques anti-navires. Alors on va dire oui, ils ont fabriqué eux-mêmes notre front. Mais juste un mot, est-ce que vous considérez, on a parlé de ça, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie belligérance ou pas entre l'OTAN et la Russie? Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la belligérance? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a le Pearl Harbor en décembre 1941? Parce que les Américains ont gelé les avoirs japonais et ont mis un blocus sur la livraison des matières premières. Donc en soi, le fait de prendre des sanctions contre la Russie, il y en a depuis 2014, c'est déjà un casus belli. Mais je pense, et là je suis d'accord avec le colonel Pierre de Jong, c'est que en fait, il y a une espèce de... On est comme pendant la guerre froide, c'est-à-dire que on se fait la guerre, mais la guerre est de moins en moins froide. Mon maître Georges-Henri Soutou, qui a écrit l'histoire de la guerre froide, il commence le premier titre de son livre, mais c'était pas assez commercial, c'était la guerre de 50 ans, parce qu'il disait oui, ça s'appelait la guerre froide, mais elle n'était pas froide pour tout le monde. Demandez aux Coréens, aux Vietnamiens, aux Afghans ce qu'ils en pensent. Et donc voilà, je pense qu'on est en guerre froide, effectivement. Je retiens la phrase de Poutine qui dit une phrase assez intéressante sur la guerre froide. Oui, en 2016 ou en 2018, je crois que c'est en 2016, il a dit très clairement, la Russie n'a pas perdu la guerre froide parce que la guerre froide n'est pas finie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est inscrit dans la continuité, en fait, de 91. En fait, il s'est rien passé. On est sur le même modèle. Mais encore une fois, ce que je trouve, c'est que, enfin, pour Poutine, c'est intéressant de faire ça. Parce que, pourquoi? Parce que il se repositionne après l'humiliation, entre guillemets, de 91, la chute de l'URSS, etc. Le fait qu'il a pas été démembré, la Russie était finie, il n'y avait plus rien. Et puis on se moquait d'eux. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque avec Chirac. Chirac faisait un énorme effort vis-à-vis d'Yeltsin de l'époque pour les réintégrer dans le système. Mais on voit bien que l'histoire récente, en tout cas, entre les années 90 et les années 2000,
même 2010, c'était assez humiliant pour les Russes, qui n'étaient pas très considérés. Hein, on le voit même encore aujourd'hui. On estime que leur système n'est pas fonctionnel. Comment dire, ils ont le PIB de l'Espagne, que sais-je, etc. On entend plein de trucs à gauche, à droite. On voit toujours les points faibles, mais jamais les points forts. Donc le problème, en fait, Poutine, il s'est reconstruit à partir de 2005, en fait. Hein. Le jour où il a dit très concrètement, la pire catastrophe de l'humanité, c'était la fin de l'URSS, quelque part. Du XXe siècle. 20e siècle, exactement. De l'humanité, ce serait un peu trop. Hein. Supposons que, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il se réinscrit à ce moment-là sur un point de départ. C'est son point de départ de sa réflexion. Et toute la construction qu'on a depuis jusqu'à aujourd'hui, elle est fondée là-dessus. Elle est fondée sur le retour à une espèce de rééquilibrage. Et le fait qu'il puisse le faire avec les Américains, on voit bien que tout le discours sur le nucléaire ne concerne pas les Français, ni les Anglais, ne concerne que les États-Unis. En disant, on se comprend, etc. Et on revient sur l'histoire de l'armement qui est très important. Pourquoi ? Parce que le problème des missiles nucléaires, ils peuvent être lancés par des avions. Concrètement, l'arrivée des F-16 pourrait poser problème. Donc le problème, quand vous mettez sous un F-16, vous mettez quoi sous un F-16 ? Alors ils ont Sukhoi 39, ils ont toute une série d'avions. Mais le F-16, c'est très symbolique, parce que c'est un avion américain, que je sache. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessous ? Et donc c'est ça la question. Et donc on voit bien que si on bricole le truc pour envoyer le missile taper à l'endroit qui va pas bien, parce que les Ukrainiens, on a un vrai problème avec les Ukrainiens. C'est que les Ukrainiens, sont dans l'obligation de nous entraîner, nous, Européens, dans la guerre, pour des questions de groupe, hein, on est ensemble, on y va, etc. L'union fait la force, etc. Crée des incidents, mais rappelez-vous en février de cette année, où ils ont tiré sur deux radars, d'alerte. Détection, exact, du système nucléaire russe, donc, qui protège le territoire. Là, c'est les intérêts vitaux. Donc, problème, les Américains ont pris l'oreille de Zelensky, ont dit ne touche pas ça. Même si ils ont quand même tiré à 800 km, il y a 1200 km, avec un truc bricolé. Mais ils ont tapé ce radar, ce qui veut dire. Ils ont réussi à taper ce radar. Oui, et donc là, les Russes disent, bougez pas, moi je vais commencer à vous larguer des choses, vous allez voir. Alors, c'est vrai qu'ils menacent beaucoup. Pour l'instant, on en est au stade de la menace. Ce que je veux dire, c'est que les Américains régulent l'activité ou l'activisme ukrainien en disant, la guerre existe, vous avez le droit de la faire, parce que vous avez été agressé par les Russes le 24 février 2022, mais il y a des limites que vous n'allez pas dépasser. Et on voit que les Américains imposent des limites en permanence. C'est pour ça que le discours du président Macron était très déstabilisant. Parce qu'il a parlé, lui, des troupes au sol. Il y avait une limite qui était impensable pour les Américains. Je voudrais revenir. Il y a aussi une chose qu'il faut voir, moi, ma théorie que j'ai expliquée, c'est qu'en fait, le plan initial de Londres et de Washington, puisque c'est quand même eux qui ont poussé à abandonner l'accord d'avril 2022, c'était qu'ils allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et que ça allait en gros comme a dit l'immortel Bruno Le Maire. Comme a dit l'immortel. Mais quand Bruno Le Maire le dit, en fait, c'est pas lui qui l'a inventé. On lui a dit et il l'a cru. Et je pense que je pense que l'OTAN n'a jamais sous-estimé la capacité militaire russe. Autant je pense réellement que les élites occidentales ont sous-estimé l'économie russe. Ils ne la connaissaient tout simplement pas. Et ils ont sous-estimé aussi le fait que les bouleversements économiques auxquels on a assisté, c'est-à-dire que la Russie a sans problème trouvé des clients alternatifs pour toutes ses productions de matières premières, d'hydrocarbures, etc. Et donc en fait, cet écroulement qui devait arriver dans 6 mois ne s'est pas produit. Et il n'y a pas de plan B. Le problème aujourd'hui de l'OTAN, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Donc en fait, ils font durer la guerre, mais sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. C'était rationnel, je dirais, jusqu'à l'été 2022. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Et aujourd'hui, c'est l'impasse devant laquelle est l'OTAN en Ukraine aujourd'hui. Mais alors, Père de Jong, quand on nous arrive aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui, c'est intéressant, je vais vous faire entendre un sonore. À tous les deux, je voudrais que vous réagissiez. Ça s'est passé il y a 2 jours au Parlement européen. Un député du Parlement européen, c'est un Anglais Moa, est allé dans l'hémicycle et a parlé, et il a été interrompu, son micro a été coupé. Vous savez, c'est les 2 minutes, il parle 2 minutes. Écoutez. Is this some war council? Are we at war? You're not helping Ukraine by prolonging this war. You're not helping Ukrainian people who were looking for shelter, escaping their own country, and Les 10 minutes sont courtes. Well, dear colleague, it wasn't really a question. Et voilà, c'est extraordinaire. Les minutes sont courtes. On l'a carrément coupé. Il y avait même pas 1 minute. Il y a rien coupé. Et d'ailleurs, la personne qui était là, qui dit, écoutez, c'est pas le problème. Vous êtes à côté de la question. L'Ukraine, on est tous pour l'Ukraine, etc. C'est-à-dire que en plein Parlement européen, un député n'a pas le droit de dire une opinion. Enfin,
dis bien, je disais, écoutez, alors, si on est en guerre, on revient à ce qu'on disait, si on est en guerre, dites-le qu'on est en guerre, et voilà, c'est quand même assez hallucinant. C'est d'autant plus hallucinant que, en fait, quand même, les choses en Europe sont en train de changer. On voit par exemple l'Allemagne, Friedrich Merz, qui est le président des démocrates chrétiens, qui pourrait être le prochain chancelier, soit l'année prochaine, soit même avant, puisque Scholz joue beaucoup sur l'élection dans le land de Brandebourg. Eh bien, lui, qui était favorable à la livraison des Taurus, russophobe convaincu, il a donné plusieurs interviews il y a 2 mois en disant, bon, la guerre est perdue, on arrête tout, et puis derrière, il faut relancer le gaz russe. Alors derrière, il y a la pression du lobby industriel allemand qui a perdu toute la compétitivité. Il y a la montée des partis de la paix, ce que j'appelle les partis de la paix, c'est-à-dire l'Alternative für Deutschland, qui a fait un très bon résultat aux européennes, qui a emporté le Land de Thuringe, qui arrive en 2e position dans le Land de Saxe, mais le président, donc c'est un chrétien, un démocrate chrétien, qui lui juste avant a fait un grand discours en disant qu'il était contre la guerre et qu'il fallait reprendre des relations normales avec la Russie. Ouais. Donc en fait, ça bouge. Voilà, donc Europe, ça bouge énormément en Europe, et surtout quand ça bouge en Allemagne, c'est là que ça se décide. Hein. Et donc essayer encore de mener ce genre de politique belliciste à Bruxelles, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on observe aujourd'hui de manière générale, surtout en Allemagne. On va continuer, Père de Jong, je vous demandais aussi ce que vous en pensez, parce qu'on sent, juste après cette petite pause, nous en continuons avec Père de Jong et avec Xavier Moreau. Qu'est-ce qui se passe réellement en Ukraine? Vous savez, ici, nous, on se pose des questions. On n'est pas dans le discours univoque, ni dans le discours unipolaire. Donc, c'est passionnant, on va décrypter. Et si vous voulez participer au débat sur la guerre en Ukraine, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À partir d'un paiement par mois, voir autres conditions et tarifications en vigueur sur fortuneo.fr. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Xavier Moreau, historien et analyste politico-stratégique, son plus récent livre « Pourquoi la Russie a gagné », fondateur de l'Institut Stratpol, et avec le colonel Père de Jong, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes marines. Et je rappelle son plus récent livre « Agir entre les lignes » aux éditions Mareuil. Colonel Père de Jong, on vient d'entendre l'amiral Rob Bauer. Je rappelle que l'amiral Rob Bauer, c'est le président du comité militaire de l'OTAN. Et lui vient de dire que l'Ukraine disposait d'un droit juridique et militaire solide pour frapper l'intérieur de la Russie. Donc il dit, voilà, il a tout à fait le droit légal, militaire, l'Ukraine, de frapper profondément la Russie. Toute nation a le droit de se défendre, et ce droit ne s'arrête pas à la frontière de votre propre pays. Très bien. Et il continue, et alors il dit, évidemment, chef de l'état-major des forces armées tchèques, c'était une réunion du comité militaire de l'OTAN, a répondu, oui, nous, écoutez, nous n'imposons aucune restriction à Kiev, nous pensons que les Ukrainiens doivent décider eux-mêmes l'utilisation de ces armes, dit monsieur Reka, chef de l'état-major des forces armées tchèques. Et donc, vous avez dit, effectivement, et vous l'avez tous les deux souligné, vous aussi, Père de Jong, bien sûr, les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des armes fournies dans le cadre de frappes transfrontalières pour contrer les attaques des forces russes, mais ils n'autorisent pas encore l'utilisation de missiles à longue portée à l'intérieur de la Russie. Alors, dernière chose, il parlait de ça à cette réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, c'est quand même important. Apport d'un soutien et d'une formation supplémentaire à l'Ukraine, principaux sujets abordés, mais ils ajoutent samedi, donc c'était samedi dernier, il y a 2 jours, il n'était pas clair si le débat sur les restrictions imposées par les États-Unis avait été abordé. Donc on est quoi? Un pas en avant, 2 pas en arrière, ou le contraire? Vous savez, le problème, on est vraiment dans une période de transition. La guerre est en place depuis 2 ans et demi, c'est énorme. Je pense que quand les Russes sont rentrés en Ukraine, eux-mêmes n'imaginaient pas que 2 ans et demi après, ils seraient encore en guerre. Et nous, Européens, on n'a jamais pensé une seule seconde que ça durait aussi longtemps. Le problème, c'est la lassitude générale. Donc en fait, il y a une espèce d'escalade. Rappelez-vous les lignes rouges, elles ont été franchies les unes après les autres. Parce que cette guerre continuant, on est engagé vis-à-vis de la parole qu'on a donnée à Zelensky et aux Ukrainiens, on va les aider à faire la guerre, mais on pensait que ça s'arrêterait. On pensait qu'il y aurait une discussion, on pensait, comme le disait Xavier Moreau, on pensait qu'ils allaient être à genoux assez rapidement, en quelques mois. En fait, on voit qu'ils ont de la croissance. Cette année, les prévisions de cette année, les Russes vont avoir une croissance de 3,4%. Et c'est pas de moi, je crois que c'est le FMI ou la Banque mondiale qui donne les chiffres. Donc en fait, le système est fonctionnel, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les Russes ont trouvé des solutions, leur industrie, et surtout les alliances qu'ils ont fait avec la Chine.
Le problème, c'est qu'on voit la Russie toujours toute seule. La Russie, elle n'existe pas, la Russie seule. Aujourd'hui, il y a un peu les BRICS en ce moment aussi. Mais c'est pire que ça. C'est que vous avez différents niveaux. Le premier niveau, c'est le cœur nucléaire du système, et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la grande révolution géopolitique de ces dernières années, alors pas du XXe siècle, mais ces dernières années pour le coup, c'est la relation extrêmement structurante entre Pékin et Moscou. Ça, c'est le premier acte. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'armée russe, on se trompe. Il faut parler de ce groupe d'armées, entre guillemets, entre la Russie et la Chine. Et on voit bien que les problématiques américaines concernent davantage la mer de Chine et Taïwan que la Russie. Donc on voit bien qu'on peut pas isoler la Russie de la Chine. Et ça, c'est la force de Poutine, c'est d'avoir réussi à créer ça. Oui, ce qui est nouveau, enfin, c'est juste révolutionnaire. Ouais. Et depuis 1 an, 2 ans, le nombre de fois où il y a des réunions, on a essayé en fait de mettre un coin dans la relation entre Xi Jinping et Poutine. On l'a fait des dizaines de fois. Et chaque fois, Xi Jinping dit, écoutez, je vais manger mes nems, moi je fais autre chose. Il est sur autre chose. Mais on voit bien que il est consistant. Le deuxième point très important, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est le cadre politique, c'est l'environnement des BRICS. Et là, on va avoir une réunion des BRICS au mois d'octobre, le 22-24 octobre. Oui. En Russie, à Kazan, c'est ça. Oui. En Russie, en plus, extrêmement structurante. Pourquoi ? Vous avez une tonne de pays, tous les pays africains veulent y aller. Vous avez la Turquie qui risque d'y rentrer. Tous les pays qui n'ont pas été retenus l'année dernière, mais ils vont vouloir y venir. Donc vous allez avoir des BRICS qui vont en fait un autre système. Alors encore une fois, c'est pas un système militaire les BRICS, mais c'est un cadre qui donne en fait la possibilité à Poutine d'être reconnu. Vous vous rendez compte que Poutine au mois de mars 2022 en 2023, on l'a convoqué à la Cour pénale internationale. Oui. Et là, il va discuter avec tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il est en Mongolie il y a quelques jours, au début septembre, où là, les Mongols ont signé théoriquement les papiers. Ils auraient dû l'attraper à l'aéroport et le mettre et puis l'envoyer tout de suite. Il est très bien reçu avec tout l'apparat, avec les honneurs dus à son rang. Exactement, et probablement comme une visite d'État. Il a été décoré de l'ordre mongol, de je sais pas quoi, du grand Yamamushi. Tout ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette force diplomatique extrêmement forte, en fait, elle nous perturbe. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette force diplomatique ? Elle nous isole, nous. Le problème, les 34 pays de l'OTAN, on devient isolés. C'est que nous, on explique aux autres ce qu'il faut faire, et puis d'un coup on se retourne, et en fait autour de nous, l'ensemble de la planète dit ben non, votre truc ça ne nous concerne pas. Moi je vais en Afrique toute l'année, les Africains me disent tout le temps, ils me disent la guerre ukrainienne c'est une guerre européenne, gardez-la pour vous, elle ne nous concerne pas. C'est exactement ce qu'avait dit le ministre, avait répondu à Liz Truss à l'époque où elle était Premier ministre, ça n'a pas duré longtemps. Oui, ça a duré 3 semaines. Voilà, elle avait rencontré Jaishankar qui est le ministre des Affaires étrangères indien, en lui disant oui pourquoi vous n'appliquez pas des sanctions contre la Russie. On était au début le personnel, et il a dit mais déjà vous les appliquez pas parce que vous continuez toujours à importer du gaz russe, et de deux, il faut que vous compreniez que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l'Europe, mais que les problèmes de l'Europe sont les problèmes du monde. Et ça, il est en train d'expliquer. Et d'ailleurs, vous voyez le Premier ministre Modi qui peut être un intermédiaire accepté par les Russes et accepté par les Kieviens, parce que la Chine est trop engagée, je pense, en tout cas c'est ce que pensent les Occidentaux avec la Russie. Il est allé à Kiev, il est allé à Moscou, et en fait on a un renversement du monde où là finalement c'est ceux qui se font la guerre, qui se tiennent mal, c'est les Européens, enfin les Occidentaux au sens large, et finalement vous allez avoir une puissance. Il y a une proposition de paix saoudienne, il y a une proposition de paix africaine, il y a une proposition de paix, il y a les Émirats Arabes Unis qui jouent aussi les intermédiaires, c'est par eux que se passent les libérations d'otages. Il y a également le Lula, le président qui a son projet de paix, et en fait ce qui se passe en gros quand on prend un peu de recul, on voit une guerre en Europe. Et on voit ce qu'on appelle c'est pas forcément juste, mais le Sud global, qui dit mais arrêtez de vous entretuer, nous sommes là pour vous ramener à oui, et surtout c'est pas notre problème. Ouais. Juste une petite anecdote très amusante, c'est Narendra Modi dont vous parliez, était à Washington, a été reçu par Biden, et authentique, on l'a tous vu. Biden s'approche, il dit je suis très heureux de recevoir un représentant d'un petit pays, mais les petits pays c'est important. Mais c'est ça aussi, par exemple, aujourd'hui les 3 clients du pétrole russe, depuis que les Occidentaux ont mis un cap sur le baril de Oural à $60. La Russie a complètement changé de client. C'est la Chine, l'Inde et le Pakistan. Et c'est ça les BRICS. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les Occidentaux n'ont pas vu que la Chine, oui, en 99, quand l'ambassade de Chine se fait bombarder à Belgrade, c'est 1000 milliards de dollars de PIB nominal. Aujourd'hui, c'est 18 milliards, et quand c'est en parité de pouvoir d'achat, c'est 23 milliards, c'est 1000 milliards, c'est 5000 milliards de plus que le PIB américain. Et en plus, c'est de la vraie croissance parce que c'est de l'industrie. Et d'ailleurs, on peut le dire, mais le complexe militaro-industriel américain, il y a un rapport qui a été commandé par le Pentagone qui est sorti en janvier-février de cette année. Il y a eu une commission sénatoriale qui a eu lieu il y a un mois.
ils ont constaté qu'en fait, Lockheed Martin, Boeing et tous ceux qui fournissent des armes et des missiles à l'Ukraine, et y compris sur ce qui était fourni à l'Ukraine, ils sont au moins autant dépendants des sous-ensembles chinois que les Russes. Ah ouais, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sanctions contre ces sociétés-là, parce que si jamais ils mettent des sanctions contre ces sociétés chinoises, ça veut dire qu'ils pourront eux-mêmes plus fabriquer des armes. Donc, c'est quoi le constat de tout ça en fin de compte? Le constat, c'est qu'en fait, en 2 ans et demi, et ça c'est la force de Poutine probablement, et il l'a fait inconsciemment, mais c'est ça qui a fonctionné, c'est qu'en fait, en recréant une guerre froide, il recrée un modèle de guerre froide dans lequel vous avez 2 pôles. Vous avez le pôle du Sud global, parce que le terme est plutôt bien choisi dans ce cadre-là, et puis de ce qu'il appelle l'Occident collectif. Donc vous avez et autour de l'OTAN étant le bras armé de cet Occident collectif. Et c'est vrai que l'OTAN est théoriquement une organisation une alliance qui est destinée à protéger l'Europe. Mais que je me rappelle, ça s'appelle l'organisation de l'Atlantique Nord. Mais exactement. Ça. Sachant que l'OTAN a été quand même en ex-Yougoslavie, a été bien sûr à bombarder Belgrade, bien évidemment a été en Libye, bien évidemment a été en Irak et en Afghanistan. Donc le problème, c'est que l'image qui a été émise par l'OTAN à ce moment-là est une image extrêmement, en tout cas, elle sort de ses frontières. Donc on peut pas dire que l'OTAN n'est qu'un outil destiné à protéger l'Europe. D'autant que les Américains, à chaque réunion de l'OTAN cet été, ils ont proposé aux Japonais, aux Australiens, aux Néo-Zélandais, etc., et aux Sud-Coréens de les rejoindre dans l'OTAN. Et alors? Pour l'instant, c'était, oui, faut qu'on y réfléchisse. Oui, peut-être pas que non. Donc le problème, nous Européens, on réfléchit à la vitesse de l'éclair en se disant, on va créer une espèce de pôle européen. On voit bien qu'aujourd'hui l'OTAN devient une espèce de monstre qui se développe, et il y aura des pôles différents. Il y aura un pôle américain, un pôle européen et un pôle asiatique, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est la politique américaine, c'est pas la politique européenne. Et nous, on est très embêtés avec ça, c'est qu'en fait, on s'isole par le fait qu'encore une fois, les Américains mènent le bal là-dedans. Non, mais justement, c'est très intéressant, Père de Jong, parce que si, évidemment, on ne va pas spéculer, mais enfin, c'est dans moins d'un mois et demi. Si Trump redevient président, des États-Unis, il a clairement annoncé la couleur. Il appelle Vlad. Pas que Vlad, mon cher. Enfin, il dit pas mon cher Vlad, mais Vlad, on va discuter. Style, avant même que je sois à Washington, c'est réglé et tout ça. C'est vrai que ça change la donne quand même. Alors le plan qu'a annoncé Vance, j'espère futur vice-président, je suis trumpiste. Ça nous a pas échappé. Donc le plan qu'a annoncé Vance, c'est pas ça qui va arranger les choses, parce que c'est ce qui est proposé par les démocrates depuis février 2023, c'est-à-dire le gel du conflit sur le 38e parallèle entre guillemets, qui sera plus coréen, mais voilà. Et ça, les Russes, Poutine a dit non, on veut pas geler la guerre, on veut la terminer. Donc ça, c'est ce qu'a annoncé Vance. Je pense que Vance a annoncé ça parce que de toute manière, il fallait bien expliquer ce qu'il voulait faire, vu que Trump avait dit qu'il terminait en 24 heures. Si Trump veut terminer la guerre en 24 heures, il a qu'à annoncer que les États-Unis ne sont plus impliqués dans l'affaire. Ce sera comme, j'avais comparé ça au discours de Pétain le 16 juin 1940. L'armée française tient encore. Il fait son discours et tout le monde se rend. Donc, votre comparaison tient pas très bien. Non, je parle sur le fait que d'annoncer que tout d'un coup il y a plus de soutien américain. Ça, évidemment, vous allez avoir des redditions d'unités. On le saura très très vite, puisque c'est dans un mois et demi. Juste, on reprend tout cela après une petite pause, et avec au 08 26 300 300 nos auditeurs. À très vite, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Xavier Moreau et avec le colonel Père de Jong pour parler effectivement de ce qui se passe actuellement et qui nous concerne au premier chef et quotidiennement, puisqu'on a vu les conséquences économiques et politiques et autres sur ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, qui concerne d'ailleurs le monde entier. Je crois que nous avons un auditeur. Oui, nous avons un auditeur qui nous appelle de Saône-et-Loire, et c'est Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour André, merci de votre bol d'air quasi quotidien et un grand bravo à vos invités que je connais par les sites que je consulte, et je les remercie de nous ouvrir un peu les yeux dans cette marée de n'importe quoi que l'on entend. Alors, par contre, ils ont fait une petite erreur tous les deux, et même vous faites commencer le conflit en 2022. Or, pour moi, il commence à Maïdan en 2014. Quand l'Union européenne et les services secrets américains contestent une élection. Non, ils l'ont dit tous les deux à un moment donné. Oui. Vous avez, ils sont tout à fait conscients de ça, et moi aussi. Simplement, on est passé vite parce qu'on avait à parler de l'actualité, voilà. Voilà, parce que imagine-t-on les Russes en 2022 dire ah ben non, c'est pas Macron qui a gagné, c'est Mélenchon, et puis on va organiser des manifs et on va reconnaître Mélenchon ou Marine Le Pen comme légitime vainqueur de l'élection. Ouais. C'est une ingérence insoutenable.
Alors non, moi je vous appelais parce qu'il y a aussi les conventions de la Haye dont on parle très peu. Bon, les conventions de la Haye sont très très claires et sauf erreur de ma part, elles sont pas obsolètes. Il y a une interdiction de former des combattants pour un pays en guerre. C'est une cause de co-belligérance et d'entraîner aussi et de laisser transiter sur son territoire, vous pouvez vérifier, de laisser transiter sur son territoire du matériel militaire à destination d'un pays belligérant. Ça, Vous dites que c'est une cause de belligérance, de co-belligérance. Voilà, voilà. D'accord. Et il y a tout simplement également, alors là, les militaires seront plus calés que moi pour le dire, mais je suis un peu historien, le droit de suite qui a été invoqué par exemple aux États-Unis pour bombarder le Laos ou le Cambodge, quand les Nord-Vietnamiens installaient des bases là-bas. Le droit de suite, il est reconnu internationalement. Donc si effectivement des avions décollaient d'Allemagne, de France pour aller bombarder des positions, même en Ukraine, là, il y aurait le droit de suite puisque la Russie est combattante. Merci Philippe. Juste, alors, colonel Perdejong, droit de suite, co-belligérance, ce que dit Philippe, c'est reconnu. Alors, bien sûr, il a raison, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est la reconnaissance les uns des autres. Aujourd'hui, il y a deux mots encore plus importants, c'est le déni plausible et l'empreinte minimum. Donc aujourd'hui, nos États ne se déclarent plus la guerre. On n'est plus sur un modèle d'il y a 20 ou 30 ans. Donc on est sur un modèle dans lequel ces personnes, donc la notion de déni plausible, d'où l'émergence de Wagner et des sociétés militaires privées. Ah oui, des troupes, des milices, etc. Oui, c'est des trucs, c'est des structures, je dirais. Vous voulez dire, on ne se déclare plus la guerre aujourd'hui. Bien évidemment. Donc en fait, il y a un déni plausible. Pourquoi ? Parce que dans les grands discours politiques, on peut affirmer qu'on n'est pas belligérant. On va aider l'Ukraine à faire quelque chose. C'est ça l'idée globale. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus global sur cette idée-là. Alors évidemment, les Russes sont pas d'accord. Ils vont dire que, mais rappelons-nous le point de départ, parce qu'on parle de 2014 Maïdan, mais en fait, ça remonte avant. Ça remonte à un moment fondamental. C'est la reconnaissance par la communauté internationale du Kosovo. Le Kosovo est un territoire qui... Le bombardement de la Yougoslavie en 99. Exactement. Ouais. Et c'est le moment décisif. En fait, le problème du Kosovo, c'est que très concrètement, vous avez une terre qui est serbe et qui est reconnue comme devenant une terre, je dirais, autonome. Et Poutine, depuis ce moment-là, il enclenche un processus qui fait que toutes les activités qu'il a eues, je prends la Géorgie avec l'Ossétie et puis Kirghizie. Oui, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, plus le Donbass et la Crimée, c'est au nom des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc le problème, tout est là. Donc encore une fois, c'est un argument juridique, et en y remontant, en fait, Poutine, il s'appuie là-dessus. Les peuples choisissent d'eux. Donc les gens du Donbass ont choisi d'eux. C'est le cœur du cœur. Donc la co-belligérance là-dedans, encore une fois, c'est le sentiment, c'est les discussions qu'il y a entre les gens. Je te fais pas la guerre. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu que les Américains, par des canaux, je dirais, souterrains, par des services de renseignement, entre autres par William Burns, bien évidemment, ils communiquent bien évidemment en disant, je te rassure, pas de problème, on n'ira pas là ou là. Burns de la CIA communique avec les Russes, etc. Il y a une partie grise et souterraine. Les accords de Minsk 2, donc, déterminent dans le point 10 que toutes les armées étrangères doivent quitter le sol ukrainien. Et que les armes, donc il ne doit plus y avoir de livraison d'armes. Washington, à partir donc des accords de Minsk, donc on est 2015, février 2015, eh bien en fait a systématiquement et ouvertement enfreint. Il y a eu officiellement au moins 75 000 soldats ukrainiens formés. Donc c'était contre les par l'OTAN. Voilà, il y a même Trump a livré les missiles Javelin et il y a eu des transferts d'armement qui ont été faits alors que c'était marqué noir sur blanc dans les accords de Minsk qu'il ne fallait pas. Sans doute que la Russie l'a fait, mais au moins elle l'a fait en secret. Ça, encore une fois, on est dans des guerres secrètes. Mais pourquoi est-ce que Vladimir Poutine ne fait plus confiance aux Occidentaux ? C'est que systématiquement leur signature ne vaut rien. L'accord de sortie de crise des deux côtés quand même. Moi, je serais pas d'accord. C'est que l'accord de sortie de crise qui est signé par Sikorsky, Fabius et Steinmeier au moment de la crise on faisait à Maïdan, donc qui devait mettre fin à la crise avec une élection dans 6 mois, il dure pas 24 heures. Les accords de Minsk qui sont signés, il y a une résolution du Conseil des Nations Unies 2202 qui est votée, donc ça oblige tous les membres à la faire respecter. Le problème, c'est pas que la Russie soit rentrée en Ukraine, c'est qu'elle y soit allée tout seule. En principe, l'Amérique, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne qui ont voté pour cette résolution 2202, et elle avait une date de péremption, c'était le 1er janvier 2016. Et puis il faut pas oublier quand même, et vous le savez, ce qui s'est passé en avril à Ankara, où on devait signer l'accord entre Zelensky et les Russes. Enfin, c'était pratiquement fait, quoi. Le
témoignage de Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, qui a fait tout ce qu'il pouvait. Vraiment, lui, il a été efficace comme Erdogan. Et c'est le premier qui a raconté. Il a dit, on était sur le point de signer, et tout d'un coup, Johnson est arrivé. Et ensuite, David Arakamia, qui est le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, l'a dit publiquement. Et donc tous les témoignages vont dans ce sens. Et la responsabilité des Occidentaux est énorme. Ça aurait dû s'arrêter en avril 2022. C'est évident. Je crois que nous avons un nouvel auditeur. C'est Julien qui nous appelle de Marseille. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour André, très content de parler à monsieur Xavier Moreau et à Pierre de Jong, un des seuls spécialistes qui a les yeux ouverts sur le conflit. Vous voulez dire que les autres sont aveugles? Non, ils ont un regard biaisé, on va dire. D'accord. Voilà. D'accord, on vous écoute Julien. Que pensez du discours qui va avoir lieu aujourd'hui de monsieur Zelensky sur son plan de victoire sur la Russie, pour l'Ukraine, en sachant qu'aujourd'hui les Russes sont entrés dans Ougledar, ils vont prendre Khourakovo dans pas longtemps et Pokrovsk, donc ils avancent sur tous les fronts, ils réduisent la poche de Soudia et du reste. Que pensez des illusions de M. Zelensky sur sa propre victoire en se disant qu'il va utiliser des armes occidentales pour frapper les terres de la Russie, en sachant très bien que personne ne lui autorisera? Alors, Père de Jong, en fait, oui, Zelensky, justement, et évidemment, Xavier Moreau répondra aussi. Zelensky, aujourd'hui, il est encore, parce qu'on peut se poser la question, persona totalement grata à Washington. Bon, il est reçu, effectivement, avec tout le monde, mais quand il vient, qu'il signe des bombes, il est décoré, d'ailleurs, par les militaires, enfin, et il dit, oui, écoutez, c'est très simple, on va aller avec les fusils à longue portée, etc. C'est le dernier baroud ou au contraire, il a peut-être des garanties, à votre avis? On n'en sait rien, parce que c'est difficile à dire. Par contre, quel est son problème? Il a 3 problèmes. Il a une élection américaine qu'il ne maîtrise pas du tout. Alors, il sait bien qu'il y a une échéance qui va arriver au mois de novembre, et à partir de là, vers quoi il va? Donc, il faut qu'il accélère le processus en disant, livrez-moi de l'armement, parce que à partir de novembre, c'est possible que tout s'arrête. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est une lassitude européenne. Les Allemands ont annoncé il y a quelque temps qu'ils allaient diminuer par 2 la contribution financière qu'ils allaient faire à l'Ukraine. Donc il sent bien que au sein de l'Europe, mais vous avez fait un formidable, son, comme vous dites si bien, où ils ont coupé le kiki, oui, parce que le gars, il voulait parler de ça, il n'a pas eu le droit de le faire. Pourquoi? Parce que l'Europe, ça coûte extrêmement cher. C'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est l'opinion publique ukrainienne elle-même, qui est probablement fatiguée de ce qui arrive. Vous vous rendez compte, ils ont peut-être 14 millions d'Ukrainiens seraient partis dans le monde. Donc aujourd'hui, il manque des forces vives. Et le nombre de morts et de blessés. Le seul chiffre qu'on ait, c'est les chiffres qui ont été avancés par Biden, le 6 juin de cette année, sur les pages de Normandie. Il a dit 350 000 morts et blessés de chaque côté. Ce qui veut dire en gros 30 à 40 000 morts par an. Ce qui veut dire que c'est extrêmement dur pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine, aujourd'hui, son problème, c'est quoi? Et puis j'oublie un quatrième point, c'est qu'il est théoriquement susceptible de ne pas être réélu, puisque je vous rappelle qu'il est en fin de mandat depuis le mois de mai. Donc théoriquement, il aurait dû procéder à des élections. Alors la guerre étant ce qu'elle est, donc en fait, il a ces problèmes-là. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Zelensky est obligé d'animer le paysage parce qu'il est engagé. L'Ukraine est engagée dans un truc où il faut qu'il soit aidé. Et la solution, c'est quoi? La solution, elle n'est pas à base de missiles. On sait bien que de bombarder, si vous voulez, parce qu'il y a une guerre à 2 niveaux qui se passe. Une guerre dans la profondeur avec des missiles, etc. Mais on n'a jamais forcé un pays à mettre un peu à genoux à terre quand vous le bombardez. Londres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça fonctionne pas. Donc c'est une guerre terrestre. Et là, les Russes il y a un moment fondamental, c'est Advitka en février 2024, 2024, cette année. En fait, c'est le moment où ils prennent l'endroit où c'est là que ça se passe. Parce qu'à partir de là, c'est direction l'ouest et direction le Dniepr. Et donc aujourd'hui, il y a des conséquences, je dirais, diplomatiques, des conséquences, je dirais, politiques et des conséquences stratégiques et militaires. On va en parler justement aussi avec Xavier Moreau. Tout de suite après cette petite pause, on se retrouve ici et puis on va aller le plus loin possible. C'est passionnant. Sud Radio, votre attention est notre plus... Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Xavier Moreau, Père de Jong, aussi dans tous leurs états, mais au moins ils prennent le temps d'expliquer. Xavier Moreau, alors Zelensky in the USA. Zelensky, ça me rappelle la phrase de Kissinger, c'est-à-dire que c'est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais c'est fatal d'être son ami. Et je pense que Zelensky est en train de l'éprouver. Plus concrètement sur la proposition de paix, ce qu'il fait, en fait, il veut rentrer dans l'Union européenne, c'est ce qu'a dit également son ministre des Affaires étrangères, et dans l'OTAN dès maintenant, et disposer des garanties.
immédiatement et des financements, donc les fonds structurels de l'Union européenne, et des garanties, c'est-à-dire le cinquième, pas le cinquième amendement, l'article 5 de la Charte Atlantique, qui fait que quand on est en guerre, un pays est attaqué, l'OTAN est là. Le problème, c'est qu'en principe, c'est même juridiquement impossible, parce que l'OTAN, précisément, met qu'un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN, parce que si jamais l'Ukraine rentre dans l'OTAN avec le territoire actuel, eh bien dans ce cas, la France est immédiatement en guerre, selon l'article 5. Alors l'article 5 n'est pas contraignant, c'est-à-dire que les pays interviennent en fonction des moyens. C'est-à-dire, ça peut être juste une déclaration. Mais cela dit, c'est quand même un pas là vers la co-belligérance encore plus important. Donc je pense que, là, je suis d'accord avec le colonel, c'est que avant tout, Zelensky a un problème politique. Pas de visibilité, il y a politique ou de survie, de survie pour lui. Il faut se souvenir que aussi psychologiquement, Zelensky, pour le convaincre alors qu'il voulait signer la paix avec les Russes en avril 2022, Johnson débarque, le compare à Churchill. Oui, il n'est pas le seul. Donc, nous avons eu beaucoup de folliculaires chez nous qui l'ont comparé à Churchill. Vous imaginez le choc. Ce type Zelensky est un comique. Voilà. Et tout d'un coup, vous avez Johnson, Premier ministre britannique, c'est quand même pas la dernière des puissances, qui vient et qui le compare à un des plus grands hommes politiques du XXe siècle. Et je pense qu'il s'est pris au jeu. Et qu'aujourd'hui, il sent que exactement ce que dit Zelensky, c'est que les Européens déjà n'ont plus d'argent, plus d'industrie, tout le renouvellement des stocks, et ça avait été dit par le syndicat de la Bundeswehr, parce qu'il y a un syndicat de la Bundeswehr, l'armée allemande, en 2022, c'est-à-dire recompléter les stocks va coûter 4 fois plus cher parce que l'énergie coûte 4 fois plus cher. Et donc aujourd'hui, il y a un problème fondamental, et il doit trouver déjà une solution politique et garantir l'après-élection dans le cas où Trump vaste programme. Nous avons, je crois, Emmanuel de Pessac qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend très bien. Bonjour à toute l'équipe et Privet Serboro, Karjalla. Здравствуйте. Voilà. Ça y est, il parle en russe. Ça y est, encore une incursion du KGB. Oui, je suis payé par le Kremlin, moi, vous savez. Comme je vois, oui, cinquième colonne encore. Exactement. Allez-y, Emmanuel, allez-y. La trouille des États-Unis, c'est la trouille des Anglo-Saxons depuis le XVIIIe siècle. Les plans de démantèlement étaient déjà dans les cartons. C'est en fait la création de l'île monde. Si vous regardez une map monde, si vous prenez, comme disait De Gaulle, de Brest à Vladivostok, il y a les cerveaux, c'est-à-dire l'ingénierie, il y a aussi les ressources, et il y a évidemment la puissance militaire. Et depuis le XVIIIe siècle, et d'ailleurs ça a été répété, je crois, par une nouvelle élue européenne qui disait que justement il fallait morceler la Russie et qu'il fallait après ensuite mettre des petits gouvernements à droite à gauche. Parce que si l'île monde se crée, et effectivement ils ont poussé la Russie vers la Chine alors que sa nature aurait plutôt été vers l'Europe. À partir du moment où ce bloc est créé, les États-Unis, les Anglo-Saxons en général, l'hégémon en tout cas, sera détruit. Et c'est pour ça qu'ils attaquent à ce niveau-là avec des proxys. Oui, mais enfin, en tout cas, effectivement, c'est peut-être ça du XVIIIe siècle. Cela dit, il y a eu des précédents intéressants entre Napoléon, Hitler, les campagnes de Russie diverses et variées n'ont pas été de tout repos. Oui, ça a toujours été financé par les mêmes et dans le même objectif. Alors justement, alors sur Napoléon voulait l'alliance de la Russie. Il voulait pas dépecer la Russie, c'était pas Hitler, il voulait pas tuer les Slaves. Oui, non, il considérait pas les Slaves comme des sous-hommes. Voilà, au contraire, il voulait retrouver l'esprit de Tilsit et forcer l'empereur à appliquer le blocus continental. Alors Zelensky aux États-Unis, ici la guerre, nous n'avons pas vaincu l'économie russe, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire. On continue. Merci en tout cas à Père de Jong, merci à Xavier Moreau. Je pense que c'était très important de remettre un tout petit peu, allez, les églises orthodoxes dans le village et aussi bien les églises serbes et aussi bien effectivement un peu de lumière. Merci à vous deux et à demain. Sud Radio.